Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Ici, vous le savez, on parle transition écologique et RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Cécile Lechard, la directrice développement durable de Guerlain, qui a placé la préservation des abeilles au cœur de sa stratégie de défense de la biodiversité. Notre débat portera sur les conséquences de la pénurie de plastique qui pousse les PME à recycler. L'objectif du plan de relance est de doubler l'activité de la filière d'ici l'an prochain. Et puis, dans Smart Ideas, vous allez découvrir la recyclerie sportive, réseau associatif qui veut favoriser l'accès au sport pour tous. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Cécile Lechard, bienvenue. Vous êtes donc la directrice du développement durable de Guerlain. Vous avez fait de l'abeille le symbole et même la pierre angulaire de votre action. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, historiquement, l'abeille est notre guide, notre source d'inspiration. Si on remonte à 170 ans, l'abeille est venue orner notre flacon, la Bee Bottle, notre flacon de parfum que nous avions dédié à l'impératrice Eugénie à la demande de Napoléon III. Et comme vous le savez, l'abeille, c'est l'emblème impérial depuis Napoléon Ier, qui avait d'ailleurs, vous savez, il n'aimait pas trop la fleur de lys. Il avait demandé à ce que ce soit une abeille. Ouais. Donc, au motif que c'était une colonie, vous savez, c'est une société très intéressante et qui contribue à la nation. Voilà. Ouais. Et donc il y avait cet engagement historique, oui. Et puis c'est vraiment devenu aussi un engagement environnemental depuis combien de temps ? Alors, exactement depuis 10 ans. Ouais. Nous avons développé une gamme de soins qui s'appelle Abeille Royale, qui nous a... Vraiment, nous sommes penchés sur le miel, sur les produits de la ruche au sens large, puisque le miel entre dans la composition de la formule de notre gamme de soins Abeille Royale. On s'est intéressé bien sûr à ses propriétés cicatrisantes, mais au-delà de ça, cela a permis de faire naître notre engagement durable en faveur de la préservation de l'abeille, puisque nous ne sommes pas sans savoir qu'elle est bien évidemment en danger, menacée depuis plus de 20 ans. Ouais. Et on va pas rappeler le rôle des insectes pollinisateurs pour notre survie à tous, hein, évidemment. Je reviens sur les produits Abeille Royale parce qu'il y a un sourcing qui est très précis, c'est l'huile d'Ouessant, c'est ça ? Oui. C'est quoi cette histoire ? Alors, il se trouve qu'en criblant les différents miels qui étaient à notre disposition en France, à l'étranger, il s'est trouvé justement que le miel d'Ouessant, produit par l'abeille noire endémique de cette île qui se situe, pour ceux qui l'ignoreraient, au large du Conquet, pas très loin de Brest, eh bien c'est une abeille robuste, c'est une abeille endémique, c'est une abeille qui se situe de par donc la situation de d'Ouessant à plus de 18 km des côtes, donc elle ne peut pas interagir avec des colonies qui seraient donc sur le territoire de la France. Et pour ces raisons-là, c'est un miel absolument unique, tant sur ses bénéfices cicatrisants que sur le bien-être, la pureté des colonies. Alors, on va faire ensemble le bilan de la journée mondiale des abeilles. C'était le 20 mai dernier. Le 22, c'était la journée de la diversité biologique. Et donc, vous avez groupé pendant 3 jours, vous vous êtes mobilisés. Vous avez mobilisé même votre écosystème. Comment ? Et puis surtout, avec quel résultat ? Oui, alors déjà, le fameux World Bee Day, la journée internationale des abeilles, c'est finalement assez récent. C'est aussi la raison pour laquelle Guerlain s'est positionné récemment sur le sujet. Ça existe juste depuis 2018, à la demande des Nations Unies, et à une suggestion aussi qui a été faite par la Slovénie, qui a un des apiculteurs, il y a des 100 ans, le plus emblématique de l'apiculture moderne. Et Guerlain a vraiment placé l'abeille, comme vous le savez, au cœur de sa stratégie, et plus que jamais, surtout en cette période de crise sanitaire qui s'additionne à la crise climatique, à la crise de l'érosion de la biodiversité, on s'est dit, voilà, on a aussi le devoir de partager. Nous, on sait ce qu'on fait bien, mais on a aussi le devoir, c'est bien de bien faire, mais il faut aussi le faire savoir, parce que finalement, on a réalisé que nos clientes, nos communautés au sens large, n'étaient pas si conscientisées de ces dangers qui pèsent sur l'abeille. Vous l'avez dit, on ne rappellera pas son rôle pollinisateur absolument très impactant, colossal dans notre alimentation. 30% de l'alimentation mondiale dépend de la pollinisation qui est faite par les abeilles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours ? Que s'est-il passé ? Nous avons mobilisé nos clients, mobiliser nos
partenaires au sens large, nous avons proposé une opération qui indiquait, voilà, Guerlain est engagé pour les abeilles. Vous pouvez juste sur les réseaux sociaux partager un hashtag, voilà, Guerlain for Bees ou World Bee Day, et nous nous engageons à reverser pour chaque hashtag, donc riposte, désolé des anglicismes, 20 € pour notre programme Guerlain for Bees, mais aussi, si vous achetez un produit Guerlain, 20% du prix de vente sera dédié pendant ces 3 jours à ce Guerlain for Bees Conservation Programme. Vous avez récupéré combien d'argent? Plus d'1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros voilà. Qui vont être distribués à qui alors? C'est quoi l'idée? Distribués à qui? On a un gros partenariat avec l'UNESCO, qui nous permet de l'accélérer. On a un partenariat avec l'OFA, qui est l'Observatoire français d'apidologie, qui travaille sur la préservation des colonies, sur la formation des apiculteurs. Ce qu'on fait également avec l'UNESCO, donc c'est un programme tripartite. Et puis, on a d'autres programmes, la Bee School, notre programme de volunteering. Vous savez, ce sont nos collaborateurs qui vont dans toutes les écoles du monde entier pour sensibiliser les jeunes générations. Mais ça nous a surtout permis d'accélérer, de créer des nouveaux partenariats. Le prochain qu'on va bientôt, c'est un scoop, hein, c'est l'IUCN. C'est quoi l'IUCN? L'IUCN, pardonnez-moi, c'est donc l'Union internationale des conservations de la nature. Et on a décidé de travailler avec le comité français, qui est le premier, en fait, à organiser la Red List, la fameuse liste rouge des espèces menacées. Et il s'agira de contribuer dans un premier temps à la liste rouge des espèces menacées d'abeilles en France, puisqu'on estime qu'elles sont à peu près plus d'1 millier d'abeilles sauvages. Donc vous voyez, Guerlain n'est pas juste investi sur l'abeille domestique pour son sourcing de miel et ce produit de la ruche, mais aussi l'abeille sauvage. Et on a signé également, puisque en fait cette contribution de tous nos publics a été massive, un nouveau partenariat avec le MNHN, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis il y a aussi, a développé... il y a aussi un programme en Chine avec une ONG qui s'appelle Shanshui Conservation Center. Quel type d'actions seront menées là-bas? Alors là, ce sont des actions à la fois de sensibilisation, de plantation d'arbres et de fleurs mellifères pour nourrir les abeilles, parce qu'on oublie souvent, il y a des facteurs multisectoriels hein, sur le fait que les colonies souffrent, bien sûr l'agriculture intensive, bien sûr les pesticides, mais il y a aussi le manque de nourriture pour les abeilles, dû à cette monoculture intensive, et donc il faut planter, il faut semer, ça paraît simple, ça paraît peut-être un peu naïf de le dire. Et donc Shanshui travaille sur le sujet et aussi énormément, encore une fois, sur la sensibilisation. Ce que le World Bee Day, finalement, appelle de ses voeux. Encore une fois, il faut agir, mais aussi sensibiliser. Le fait d'aider une ONG chinoise, c'est aussi un message envoyé au marché chinois qui est important pour Guerlain, j'imagine. Le marché chinois est bien sûr important comme Guerlain, comme il l'est pour beaucoup de maisons de luxe. Guerlain a aussi en Chine une présence assez unique, puisque nous avons, certes, cette gamme Abeille Royale, nous avons aussi une gamme qui s'appelle Orchidée Impériale, et nous avons développé depuis 10 ans un centre de préservation de la biodiversité dans le Yunnan, qui est le poumon vert de la Chine, exactement dans le Sichuan-Bana, qui est cette région où sont nés les thés de forêt, où l'orchidée se développe, avec donc une structure, une colonne vertébrale qui est préservons cet écosystème. Et nous avons là-bas une partenaire absolument unique qui a été élue Green Hero China, qui s'appelle Mingoli Margraf, et qui œuvre et qui sensibilise énormément aussi les Chinois au sens large, tout ce pays-continent, à la préservation des écosystèmes. Vous en avez un peu parlé, mais LVMH, votre maison mère, a signé un partenariat avec l'UNESCO. Il y a ce programme Women for Bees, 2500 ruches installées dans 25 réserves de biosphère d'ici 2025, 50 femmes apicultrices formées et accompagner. Pourquoi vous voulez soutenir ou former spécifiquement un réseau de femmes apicultrices? Quel sens, quel symbole ça prend? Oui, pour nous, c'est très important. Au départ, l'idée, elle est partie de ces contacts, de ce travail réalisé avec nos partenaires. Je vous citais l'Observatoire français d'apidologie, qui existe depuis 2014, qui fait un travail considérable sur la sélection des reines, la qualité des essaims, la formation aux techniques apicoles modernes et durables. Et on sait par conséquent que la formation est absolument capitale. On oublie souvent qu'un apiculteur, c'est finalement un éleveur d'abeilles. Et qu'en France, par exemple, le chiffre est assez éloquent, 97% des apiculteurs français sont des apiculteurs de loisirs. Donc, ils pratiquent bien leur travail, mais il faut s'assurer en réalité qu'un apiculteur ne se trouve pas complètement dépourvu face à une colonie qui souffre. Donc, la formation, c'est capital. Donc ça, c'était le premier élément, la première information. Deuxième information,
Vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment de la COP 21, en 2015, il y a eu un rapport qui avait d'ailleurs été réalisé par Ségolène Royal sur la grande vulnérabilité des femmes au changement climatique. Vandana Shiva, c'est son combat, c'est également une femme. Et donc, en croisant toutes ces informations, le manque de formation, le fait que les femmes dans les pays émergents soient celles qui souffrent le plus de ce changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. Pourquoi ? Parce que ce sont celles qui assurent la rentabilité économique parfois des villages, qui sont ruralement présentes dans les terres. Eh bien, tous ces messages, toutes ces indications nous ont fait converger à vouloir faire de l'empowerment, et je suis désolée, il n'y a pas de traduction en fait très facile en français, en tous les cas de les aider dans leur autonomisation par justement cette formation à l'apiculture. Et il se trouve qu'on a reçu des candidatures par milliers, que ça correspond aussi aujourd'hui, je pense, en cette crise sanitaire qui est aussi, puisque vient se coupler à cette crise sanitaire aussi une crise aussi au niveau du chômage. Et ça, ce sont des chiffres qui nous viennent aussi des Nations Unies et bien sûr de l'UNESCO, notre partenaire. Les femmes sont celles qui souffrent le plus aussi en cette période de Covid. Donc, nous avons décidé de créer ce programme d'entrepreneuriat au féminin dans les zones de biosphère de l'UNESCO. Voilà. Et avec une marraine prestigieuse, puisqu'il s'agit d'Angelina Jolie. Merci beaucoup, bravo pour ce choix de marraine au hasard. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré à la filière du plastique recyclé. La pénurie de plastique provoquée par la pandémie et la hausse du prix des matières premières a du bon. La filière du plastique recyclé se développe en France. C'est notre débat avec Jean Martin, qui est avec nous en visioconférence, directeur général de Polyvia, le syndicat professionnel de la filière plasturgie et composite. Bonjour, bienvenue. Vous m'entendez bien ? Bonjour Thomas Hugues. Bonjour, et puis avec nous au téléphone Christophe Vian, qui est président de la branche plastique de Fédérex et la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage. Bonjour Christophe Vian, bienvenue. Vous m'entendez ? Merci, bonjour à tous. Alors, oui, très bien, merci. Je commence avec le constat, Jean Martin. Peut-être il faut parler de prix tout simplement. À quel niveau se situe le prix du plastique vierge aujourd'hui, et est-ce que c'est beaucoup plus cher que le plastique recyclé ? On en est où ? Alors en fait, c'est un marché qui est en pleine dans une dynamique de transformation. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a quelques mois encore, avant la crise des matières premières que nous connaissons, les écarts de prix existaient, mais étaient suivant les matériaux assez limités. Désormais, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise des matières premières. Donc, je vais pas revenir sur les causes de cette crise, mais il y a une vraie pénurie qui s'est produite et qui fait qu'aujourd'hui, le prix des matières vierges a fortement augmenté, et donc un différentiel s'est créé qui est pour nous une excellente nouvelle, dans la mesure où on sait que l'avenir de la filière plasturgie passe par une meilleure utilisation des matières recyclées, de manière à éviter de trop utiliser les ressources fossiles. Donc cet écart de prix s'est creusé, et aujourd'hui on dirait qu'il y a une pénurie aussi de matières recyclées, puisque la demande est extrêmement forte dans ce domaine, et nous travaillons avec les recycleurs, donc Fédérex, pour faire en sorte que s'accroissent le plus rapidement possible les capacités de production de matières recyclées pour répondre à cette demande en pleine croissance. Cet écart de prix, il est de combien ? Alors ça dépend des matériaux, ça dépend vraiment des matériaux. On peut avoir des écarts de prix qui sont de 20, 30, 40%. C'est vraiment extrêmement fluctuant en ce moment. On a vu que le marché du pétrole avait bougé, le marché des matières premières, on a connu dans notre profession des variations de prix sur les matières vierges de plus de 100% dans les 4 derniers mois. Donc si vous voulez, c'est extrêmement difficile de donner un écart stabilisé. Il y a énormément de matières plastiques avec beaucoup d'usages différents, mais on a des écarts qui sont de plusieurs centaines d'euros par tonne. Très couramment. Ouais. Christophe Vian, la pandémie a joué un rôle déclencheur, accélérateur dans le phénomène ? Plus que la pandémie, ça a été une réaction, enfin ça a été un effet qui a suivi ce qu'on a appelé le China Bank en 2018, donc la fermeture de la Chine, où on s'est retrouvé en Europe et dans le monde avec des excès de produits qui ont fait chuter drastiquement les prix de l'ensemble des matériaux. Plastique, mais surtout carton, enfin l'ensemble des matériaux. Et en fait, effectivement, la pandémie, elle a eu un effet, puisque tout s'est arrêté un peu partout, de faire consommer les stocks restants, d'utiliser les stocks restants, et donc, effectivement, de créer un besoin en fait de volume quelques temps après. Donc assez rapidement, l'année dernière,
les prix de certains matériaux, pour certains en tout cas, ont commencé à monter, parce que justement on commençait à manquer. Et certains autres ont continué à baisser, par contre, parce que les matières vierges, comme disait M. Martin tout à l'heure, étaient à un prix qui, pour le coup, l'année dernière, était très bas. Et donc, effectivement, il y avait des concurrences sur ces marchés-là. Et donc, oui, on va dire depuis l'année dernière, depuis le début de la pandémie, il n'y a plus de stock aujourd'hui, que ce soit en vierge ou en recyclé sur les marchés. Donc, effectivement, il y a de fortes demandes sur ces produits-là. Il y a un autre levier, je pense, qui accélère ou qui va accélérer l'usage de plastique recyclé. C'est la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Vous nous rappelez, Christophe Vian, quel objectif elle donne pour 2040 ? La loi AGEC, elle est de dire plus de plastique, le moins possible de plastique recyclé d'ici à 2025, 2030, 2040. Arrêt des plastiques à usage unique à 2040. Donc il y a un grand nombre de plastiques qui sont concernés et surtout, ce qui nous intéresse nous également, c'est un taux d'incorporation obligatoire de plastique recyclé dans la fabrication de chaque pièce plastique, qui n'est pas encore défini précisément sur le pourcentage d'incorporation de plastique recyclé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, à partir du moment où à chaque produit plastique qui va être fabriqué, j'aurai l'obligation d'incorporer dedans, naturellement, ça oblige à aller chercher des matériaux qui seront peut-être pas bien collectés aujourd'hui, pas bien recyclés, parce qu'on va avoir une demande plus forte que l'offre. Alors Jean-Martin, je reviens vers vous. Donc ça c'était le constat. Il faut que la filière, elle se structure encore plus, elle accélère. Quels sont les leviers pour y parvenir selon vous ? Nous sommes dans une filière qui est composée essentiellement de TPE, PME. Donc notre rôle en tant qu'organisation professionnelle, c'est d'aider ces entreprises à adapter leurs outils de production, leur manière de s'approvisionner pour incorporer le plus possible de matières recyclées. Donc on est réellement les porteurs de cette idée de la matière recyclée. En revanche, et ce que vient de dire Christophe Vian est intéressant, l'incorporation, les pourcentages d'incorporation dans les produits, nous y sommes totalement favorables, sous réserve que techniquement ça soit faisable. En revanche, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a incorporé de la matière recyclée dans un produit, on ne sait pas mesurer le pourcentage de matière qu'il y a dans ce produit. Donc il ne faudrait pas que l'on mette en place en France des textes de loi qui imposent un pourcentage, alors que les produits qui pourraient arriver de l'étranger, on ne saurait pas contrôler ce qu'il y a dedans. Ce qui voulait, il ne faut pas créer une concurrence qui ne serait pas loyale, d'où la nécessité de mettre en place des systèmes de vérification, de certification qu'il y a bien la quantité de matière recyclée nécessaire dans chaque produit. Mais fondamentalement, on est très favorable à l'incorporation de matière recyclée dans les produits, autant que techniquement c'est possible, ou autant que les normes demandées par les metteurs en marché, par les donneurs d'ordre, soient respectées. Il y a des produits sur lesquels on ne peut pas mettre de matière recyclée, il y a des produits sur lesquels on peut mettre énormément de matière recyclée, et c'est donc ça qu'il faut adapter à chacune de nos productions. Jean-Martin, qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce que le tri, par exemple, dans les PME, dans le tissu industriel de manière générale, est-ce qu'il est suffisamment développé aujourd'hui ou est-ce qu'il n'est pas en retard par rapport au tri qui a été mis en place finalement chez les particuliers ? Dans la loi AGEC, il y a un certain nombre de contraintes, de choses qui sont mises en place pour que les entreprises s'assurent de la bonne gestion de leurs granulés plastiques, de la bonne gestion de leurs chutes, etc. Donc aujourd'hui, je dirais que le problème ne se situe pas dans les entreprises, il se situe beaucoup plus au niveau des consommateurs, où il faut, alors certes, il y a la collecte des déchets ménagers, bon ça tout le monde la connaît, mais il y a quand même énormément d'activités hors ménage ou d'activités commerciales qui nécessitent que se mettent en place petit à petit des circuits de collecte, de tri, pour récupérer le maximum de matière plastique. Aujourd'hui, le taux de recyclage est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il doit être, et donc il faut réellement développer. Je pense que c'est surtout l'aspect de la collecte qui pose le plus de difficultés aujourd'hui dans un certain nombre de métiers. Christophe Vian, de votre côté, quel levier, quelles actions vous imaginez dans les mois, les années à venir pour justement permettre à la filière de répondre à la demande de plastique recyclé qui est de plus en plus importante ? Vous avez déjà des incidences gouvernementales qui disent voilà, on va on va limiter les entrées en décharge, plus de plastique dans les décharges. Vous avez ça, c'est le premier élément. Vous avez le deuxième élément qui dit on vous oblige à incorporer un certain nombre de plastiques. On va favoriser les plastiques recyclés. Donc, il y a déjà un périmètre d'éléments qui vont faire qu'on va aller chercher ces volumes-là. Après, il y a une situation économique qui est fondamentale,
c'est qu'aujourd'hui, pour aller chercher des produits qui coûtent cher à trier, à collecter, à trier, il faut les séparer. Voilà, c'est des produits qui coûtent cher à aller chercher. Il faut qu'il y ait une incidence derrière. Donc le fait que la TGAP, que l'enfouissement, l'incinération, tout ça, ça devienne cher, le fait que les lois fassent, eh ben en fait, on va pas tarder à arriver à un équilibre économique qui va permettre d'aller chercher ces tonnes supplémentaires parce que finalement, ça coûtera moins cher de recycler que d'enfouir ou de traiter. Et donc on arrive, ça c'est le premier élément. Vous ajoutez à ça la conscience collective qui est radicalement en train de changer depuis quelques années, parce qu'il y a une prise de conscience très importante sur le recyclage, sur le fait que le plastique puisse être préjudiciable à l'avenir. Donc il y a vraiment des prises de conscience. Et donc on développe des solutions. Il y a énormément de gens qui réfléchissent et qui cherchent des solutions. Vous avez les PME, comme disait M. Martin, qui évoluent énormément, qui évoluent très très vite. Il y a des groupes qui investissent énormément sur des technologies. Il y a le recyclage chimique qui va arriver. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour dire voilà, on a déjà fait le recyclage mécanique, on est déjà allé très loin, pas encore au bout, mais on est déjà allé très loin. Il va falloir imaginer d'autres sujets maintenant pour pouvoir aller encore plus loin sur ce recyclage. Ces sujets qui coûtent cher aujourd'hui vont se démocratiser au fur et à mesure du temps et vont donc permettre d'aller collecter et de trier mieux ces produits-là. Jean-Martin, le regard des consommateurs a changé sur le plastique recyclé, c'est clair. Moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est que il y a une demande de plus en plus forte, il va falloir répondre à cette demande de plastique recyclé. Est-ce que ça ne va pas provoquer une inflation du prix du plastique recyclé, puisqu'aujourd'hui, il y a un peu de difficulté à suivre, et donc réduire cet écart de prix avec le plastique vierge? Non, je pense qu'il va subsister de toute façon au fur et à mesure que la filière du recyclage plastique se développe, les effets d'échelle industrielle se mettent en place et donc les niveaux de prix, certes, il y aura des augmentations, mais on n'atteindra pas le niveau de la matière vierge, ça c'est un premier point. Puis le deuxième élément, et celui-là est essentiel aussi, c'est que l'impact carbone du plastique recyclé est très bon, c'est-à-dire faible en fait, comparativement à beaucoup d'autres matériaux alternatifs. Et donc je crois que ça c'est un argument aussi auquel les consommateurs vont être de plus en plus sensibles. Et notre rôle à nous est bien de mettre en évidence tout l'intérêt de cette qualité environnementale du plastique recyclé. C'est un peu contre-intuitif. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le genre de discours que l'on entend, mais nous travaillons actuellement sur des éléments objectifs pour bien montrer à quel point l'intérêt du matériau plastique recyclé est élevé. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On continue de parler de recyclage, mais dans le domaine sportif, c'est Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Marc Bultez, le cofondateur de la recyclerie sportive. Bonjour, bienvenue. C'est quoi, on va commencer par une définition, c'est quoi une recyclerie sportive ? Bonjour et merci de votre accueil. Une recyclerie sportive, c'est une association qui essaye d'éviter le déchet du matériel, de l'équipement sportif. Donc on collecte du matériel, ça a 4 métiers. Le premier, donc la collecte du matériel de sport, la valorisation, donc on le nettoie, on le répare, on transforme des objets. La redistribution, on a des boutiques solidaires où les gens peuvent venir déposer ou acheter du matériel de seconde main. Et enfin, on a également une partie de sensibilisation, d'éducation à l'environnement. D'accord, donc il y a aussi un volet pédagogique. On voit quelques photos, ce sont des photos j'imagine, des boutiques. Vous êtes sur le modèle associatif, on est bien d'accord ? Tout à fait, oui. C'est une association qui prend part, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à essayer de fédérer les acteurs autour d'une filière sport zéro déchet. Donc pour ça, comme je l'ai dit un petit peu avant, on sensibilise les gens à une consommation plus responsable. On allonge la durée de vie de l'objet. Ça fait partie des ateliers où l'idée c'est d'apprendre aux gens à réparer, à entretenir le matériel. Enfin, on a toute l'activité de réemploi, comme les Emmaüs l'ont fait il y a déjà des années, et tout un tas de ressourceries qui peuvent être généralistes. Nous, on est la première recyclerie qui se soit spécialisée dans le matériel et l'équipement sportif. Et enfin, on a un volet de réutilisation où on va détourner des objets pour refaire autre chose avec. Le sport, d'une manière générale, c'est un gros producteur de déchets ?
Oui, quand même. Le sport a une logique un peu de performance. C'est vrai que la filière sport est entre, je dirais, des professionnels qui ont du matériel et qui doivent changer régulièrement. Et puis des gens à qui on aimerait encourager le sport pour tous, il y a un pas et l'idée c'est que ces objets qui sont utilisés au démarrage puissent resservir à d'autres également. Alors, moi, j'imagine, par exemple, je joue beaucoup au tennis, j'ai des vieilles raquettes, vous pouvez les récupérer, mais quel type de matériel? Est-ce que vous récupérez aussi, je ne sais pas, du gros matériel, des panneaux de basket, j'en sais rien, des tatamis, enfin, oui, ce qui vraiment fédère dans un club sportif et joue un rôle important? Oui, on peut retrouver en effet tout ça dans nos espaces. On a en effet, c'est le moment de Roland-Garros, donc des raquettes en effet, des balles également, mais on récupère tout ce qu'il peut y avoir à trait au sport. Donc en effet, il y a des machines de musculation également. Il y a des vélos, des rollers. On parle de plus de 17 univers, que ce soit la glisse, le nautique, l'escalade, la montagne. Voilà, qui sont représentés, et également tout un tas de matériel aussi, de chaussures de randonnée et autres qu'on peut trouver. Donc c'est assez large. On dit qu'il y a à peu près plus de 50 sports qu'on peut retrouver au sein de nos espaces. Voilà. Comment vous définissez le prix des articles de sport que vous vendez dans les boutiques de la recyclerie sportive? Souvent, on est à un tiers du prix de la valeur neuve. L'idée, encore une fois, c'était que ces objets puissent resservir. Donc, quand ils ne trouvent pas preneur, on essaye de faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait des objets qui puissent servir à certains. On a des tarifs qui varient entre 50 centimes à 500 €, parce qu'on a déjà eu un vélo électrique au sein de nos espaces. Donc, ça permet d'avoir une palette d'objets qui peuvent être utiles à tout le monde. Et il y a aussi des dons aux plus démunis pour que la pratique sportive se généralise le plus possible, quoi. Exactement. L'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, milite pour une filière sport zéro déchet et également s'engage pour le sport accessible à tous et plus respectueux de l'environnement. Pour ça, ça passe par des ateliers de sensibilisation, mais aussi des braderies qu'on peut faire dans des quartiers prioritaires, du don à certaines structures, en effet, qui peuvent en avoir besoin. Des fois, ça passe plutôt par des tentes ou du matériel pour que les gens puissent vivre aussi dans des conditions plus respectueuses. Mais c'est aussi des paires de chaussures qu'on peut amener pour des publics fragiles à qui on va amener à ce qu'il y ait une démarche d'activité sportive. On a toute cette mission-là au sein de l'association. Merci beaucoup Marc Bultez, bon vent à vos recycleries sportives. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.